Au fil des années, le voile se lève sur l'intimité des femmes. On parle plus aisément du cycle menstruel et de ses inconforts. On découvre parfois à un âge avancé d'ailleurs comment fonctionne notre corps de femme, nos hormones. Et on fait la connaissance parfois de mots jusqu'alors inconnus qui définissent tout d'un coup très bien les troubles que l'on subit en silence depuis des années. Il y en a un en particulier qui a permis à beaucoup de femmes de comprendre ce qu'elles vivaient à chaque cycle, le fameux syndrome prémenstruel. Il regroupe à lui seul pas loin de 200 symptômes, allant des troubles de l'humeur à des perturbations digestives, en passant par de la rétention d'eau ou des fameuses pulsions alimentaires. Ce qu'on sait moins en revanche, c'est qu'il existe une version amplifiée de ce syndrome prémenstruel qu'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel, aussi appelé TDPM. Il a été reconnu officiellement comme un trouble psychiatrique en 2013 par le DSM-5 qui classifie les troubles mentaux. C'est un diagnostic récent, un trouble encore peu connu, qu'il me tenait à cœur de mettre en lumière aujourd'hui avec l'aide de Gabrielle Nelson, sage-femme passionnante et passionnée. Bonjour Gabrielle. Bonjour Marion, Bienvenue au micro d'Elsie Living. merci beaucoup. Est-ce qu'avant toute chose, tu veux bien te présenter s'il te plaît, expliquer un petit peu ton parcours et ce qui t'a mené à ce trouble dysphorique prémenstruel? Bien moi je suis sage-femme libérale à Saint-André-de-Quévzac en Haute-Gironde, depuis 13 ans. Je me suis vite ennuyée dans mon métier de sage-femme en fait. J'ai eu besoin d'aller plus loin, de prendre mes patientes, avec un peu plus de considération, un peu plus de globalité et je me suis vite dirigée vers, d'autres façons de soigner. Je suis Ok. partie vers l'homéopathie en premier lieu et après vers l'acupuncture. Et aujourd'hui, en parallèle de mes consultations au cabinet, je suis enseignante dans une grande école d'homéopathie qui s'appelle la FFSH, la Fédération française des sociétés d'homéopathie. Et je donne des formations à des médecins, des sages-femmes et des pharmaciens qui sont déjà homéopathes et qui veulent des perfectionnements, en gynécologie sur des sujets très précis. Le TDPM, c'est sorti, parce qu'on m'a demandé d'écrire un article, scientifique, homéopathique sur le syndrome prémenstruel et le TDPM, c'était un petit paragraphe de mon article et donc j'ai commencé à faire des recherches pour parler du SPM et du TDPM et je me suis dit que ça méritait plus qu'un petit paragraphe. De là est née cette idée, d'aller chercher un peu plus loin, vraiment de me focaliser sur ce trouble et en est née, l'ambition de faire une formation entière sur le trouble dysphorique prémenstruel qu'aujourd'hui je donne un petit peu dans toute la France aux médecins qui le souhaitent. J'ai été sollicitée pour parler dans des congrès nationaux, internationaux sur, l'acupuncture, sur l'homéopathie ou en gynécologie. Donc je joue avec mes 3 casquettes et ça me permet d'avoir vraiment cette complémentarité, en fonction du public que j'ai en face de moi. C'est trop chouette de voir que quelqu'un prend ce sujet à bras-le-corps, Mmh. parce que déjà le syndrome prémenstruel, c'est assez récent qu'on en parle et qu'on sache, mettre certains des mots qu'on vit, sur le dos de ce syndrome Oui. prémenstruel. Mais quand c'est exacerbé et tu vas expliquer plus en détail vraiment, quels sont les tenants et les aboutissants de ce TDPM, mais en fait, on peut vite se dire: «Mais il y a pas que ça, il y a pas que le syndrome prémenstruel, c'est pas possible que je vive ces troubles-là». Et c'est chouette qu'on puisse, voilà, aller plus loin et qu'il y ait quelqu'un qui se fasse un peu, l'étendard, le porte-drapeau, auprès des professionnels médicaux, mais aussi auprès du grand public pour que ce soit plus connu, ce C'est trouble. vraiment ça le problème. Les professionnels de santé, autour de la femme ne sont pas formés à ce trouble dysphorique, ni au syndrome prémenstruel classique et les patients sont en errance thérapeutique. On sait que sur le TDPM, on est autour de 5 ans pour l'errance thérapeutique, mais au-delà de mettre les patientes en difficulté, ça met les soignants en difficulté. Ils ont envie d'aider leurs patientes et ils en ont pas les capacités, les compétences, simplement parce que ça fait pas partie de notre formation initiale et même des formations continues. Ouais, et puis les femmes qui vivent ça doivent se demander si elles sont folles, en fait. Il y a vraiment ce truc de se dire: «Mais je vais péter les plombs, quoi». Oui. Alors, tu me disais juste avant qu'on lance l'enregistrement que c'est 3 à 8 des femmes qui seraient touchées. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que ce syndrome prémenstruel? Comment ça se traduit? Comment ça se répercute dans la vie des femmes? Bien, le SPM, on connaît. Donc on a, 2 à 300 symptômes, qui surviennent avant les règles, qui s'améliorent quand elles se déclenchent. Ouais. On va avoir des symptômes physiques, des symptômes, psychiques, de l'irritabilité. C'est quelque chose qui est assez connu. Les études sont extrêmement disparates sur le nombre de femmes qui sont touchées. Selon les études, tu trouves entre 2 et 98. Donc Ouais. faut piocher au milieu. Je pense, moi, dans ma pratique, que toutes les femmes sont impactées par le syndrome prémenstruel. C'est juste que c'est des degrés d'intensité qui vont être différents et quand ça commence à empiéter dans la vie personnelle et professionnelle, là, ça devient compliqué. Le TDPM, c'est pas
Autant le SPM, c'est quelque chose qu'on peut assimiler à quelque chose de physiologique, le TDPM, on tombe dans la pathologie. S'il est dans le DSM-5, dans la classification internationale des maladies, c'est qu'il tombe dans la pathologie psychiatrique. Le TDPM, c'est la majoration des symptômes psychiatriques qui surviennent en phase lutéale, donc avant le déclenchement des règles, et qui s'améliorent en phase folliculaire une fois que les règles sont déclenchées ou quelques jours après les règles. En fait, c'est assimilé à un trouble dépressif sévère, mais qui est réversible en quelques jours. Et réversible ne veut pas dire bénin, mais il est réversible. Le trouble dysphorique, son diagnostic différentiel en psychiatrie, c'est le trouble bipolaire. Avec des cycles très courts, mais une phase où on va bien et une phase où on est très dépressif. C'est extrêmement impactant pour les femmes qui vont subir ça, surtout si ça survient tous les mois, puisque ça va avoir des conséquences qui peuvent être dévastatrices dans une vie personnelle, dans une vie professionnelle. Ça va être des ruptures amoureuses, amicales, ça va être des ruptures professionnelles, des accès de violence qui sont après pas compris. Et puis là où on ne peut plus banaliser l'histoire, c'est qu'il y a 15% de risque de tentative de suicide chez les patients qui sont diagnostiqués TDPM. Et ouais, c'est énorme et c'est vraiment en effet ce que tu dis, ce côté avec 2 phases, quoi. Des moments où l'ovulation est passée, on se sent terriblement mal et les règles arrivent, ça va mieux. Et si on ne sait pas tellement observer son cycle ou qu'on n'est pas forcément attentive aux signaux, on n'identifie pas forcément qu'il y a cet impact hormonal au final. Ah non, c'est très peu connu et les patientes arrivent en grande détresse parce que ça fait des années que ça dure, que ça s'amplifie avec le temps et qu'elles n'arrivent plus du tout à gérer. Elles n'ont pas du tout assimilé qu'il y avait quelque chose de cyclique en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu es en vraie dépression profonde, tu te rends pas compte de je vais regarder mon application de règles. C'est ça, je sais pas où j'en suis de mon cycle. Non, tu fais pas le lien. cerveau ne fait pas le lien. Ouais. Alors, c'est quoi les premiers signaux, tu vois, les premiers symptômes en général que les femmes te remontent qui peut peut-être mettre un peu la puce à l'oreille? Alors, en fait, pour le diagnostiquer, il y a vraiment 11 symptômes qui, nous, en tant que professionnels de santé, nous permet de faire le diagnostic. Ok. L'humeur dépressive, tout ce qui va être aussi dépréciation, autodépréciation, l'anxiété, les tensions, l'impression d'être noué, tout ce qui va être lié à la tristesse, des pleurs faciles, une hypersensibilité, la colère, irritabilité et les accès de violence. Et après, on a d'autres symptômes qui sont plus subtils, comme le fait d'avoir moins d'intérêt pour les activités habituelles, de ne pas vouloir sortir avec les copines, de ne pas faire les hobbies qu'on aime faire. Voilà, ça, c'est un syndrome typique de la dépression profonde. Ouais. Des troubles de la concentration, une très grande fatigabilité, avec vraiment l'impression de léthargie, de ne plus être capable de faire les choses. Une modification de l'appétit, souvent avec des envies très impérieuses de manger. Des troubles du sommeil, ça va être dans un sens ou dans l'autre, des femmes qui vont faire que dormir et d'autres qui vont avoir des insomnies. Ouais. Une perte de contrôle, le sentiment d'être complètement débordée, en fait, d'être submergée par sa vie. Et puis, le 11e symptôme, c'est les autres symptômes physiques, mais ça n'influence pas le diagnostic. Pour pouvoir faire le diagnostic du TDPM en tant que soignant, il faut qu'on ait au moins un des 4 premiers symptômes. D'accord. Donc, l'anxiété, le côté dépressif, les pleurs, la colère. Et en tout, qu'on ait au moins 5 des 11 symptômes. Mais après, ça peut être plus varié. Mais les 4 premiers sont essentiels. Pour pouvoir le diagnostiquer, il faut que ces symptômes aient lieu en phase lutéale, avant les règles, qu'ils s'améliorent après les règles. Si ça arrive plusieurs fois dans le mois, on a peut-être un terrain dépressif, mais on ne peut pas le qualifier de TDPM. C'est ce que j'allais te demander, c'est qu'en fait, les symptômes que tu listes, c'est des symptômes de dépression. C'est des symptômes qu'on peut aussi retrouver chez une jeune mère en postpartum. Alors, voilà, à mi-chemin entre juste l'effet normal d'un postpartum et une dépression du postpartum. C'est des moments qu'on peut retrouver à plusieurs phases de sa vie, Tout à fait. avec plus ou moins de gravité et d'intensité. Donc là, il y a quand même un accent qui est mis sur le fait que c'est dans une phase bien spécifique du cycle et que ça disparaît après. C'est ça. En fait, pour pouvoir faire le diagnostic, on a besoin d'avoir une échelle d'évaluation des sentiments de la femme. Ça s'appelle le calendrier des humeurs. Donc, c'est un papier qui fait 2 pages et demie avec des sentiments et c'est un moment d'introspection, 5 minutes par jour. Comment j'ai vécu ma journée. Donc, c'est une échelle de 1 à 6. Alors, moi, j'utilise surtout des couleurs. Je trouve ça plus facile pour moi pour repérer. Mais sur 2 cycles, elles font ce travail-là. Tous les soirs, comment j'ai vécu ma journée. Elles remplissent la colonne et à la fin du mois ou des 2 mois, on l'interprète ensemble. Si j'ai du rouge un petit peu partout, du bleu un petit peu partout, c'est pas un TDPM. Le TDPM, j'ai une grosse phase bleue et une grosse phase noire. Ouais.
Oui, donc tu commences par une anamnèse à poser ces questions donc dans tes consultations pour essayer de voir si en effet il y a au moins ces 4 premiers symptômes qui sont cochés. Et après, tu leur donnes cette espèce de petit exercice de Oui, calendrier un peu des humeurs pour voir au fil du cycle s'il y a bien, en fonction de la phase lutéale, phase folliculaire, etc., des variations. c'est ça. Du coup, tu es obligé de leur expliquer un peu comment fonctionne leur cycle, Ah oui. j'imagine? Oui, oui, oui. Et donc on pourra établir le fait qu'elles aient un TDPM que si on a cet effet-là qui semble être prémenstruel, Ouais, si c'est, reproductible sur plusieurs mois, si ça a un impact sur leur vie personnelle ou professionnelle. Si ça n'a pas d'impact, on n'est pas dans la pathologie, en fait. Là, on est vraiment ouais, dans une pathologie psychiatrique. Si pour elles l'intensité est tolérable, c'est OK, hein, on va travailler dessus, mais ça n'est pas pathologique et il faut pas que ce soit associé à une pathologie, psychiatrique antérieure. Si la femme est d'accord. déjà bipolaire, étiquetée bipolaire ou si elle a déjà un terrain dépressif, on pourra pas dire qu'elle a un TDPM. Le TDPM, en tout cas, son syndrome prémenstruel sera, forcément majoré avant puisque, Ouais. il y aura un lien hormonal. Comment tu arrives à identifier ce qui est d'un SPM, à peu près classique et ce qui a vraiment, passé ce niveau qui a escaladé en TDPM? Est-ce qu'il y a des choses, des curseurs qui te permettent de vraiment faire la différence? Le curseur, c'est la femme. C'est la façon dont elle va ressentir sa fin de cycle. Si ça commence à empiéter, sur sa vie personnelle, sa vie professionnelle, là, je vais pouvoir orienter un petit peu mon diagnostic vers le TDPM. Le SPM, c'est pas normal et on va trouver des solutions. Le TDPM, il y a un risque suicidaire qui n'est plus négligeable Ouais, et je vais vraiment faire en sorte d'améliorer son état et de la prendre en charge. ouais. Oui, Petit donc c'est vraiment le vécu sur le quotidien, en fait. C'est quand ça impacte L'intensité, le quotidien, c'est plus OK, quoi. Il faut vraiment prendre en charge. c'est ça. Et dans le syndrome prémenstruel, il y a plein d'autres symptômes, pas que émotionnels, Oui, mentaux, mais physiques. Là, le TDPM, c'est vraiment quelque chose qui est axe sur le côté, psychique, quoi. oui. En fait, les symptômes physiques, dans le TDPM sont accessoires. Il y a beaucoup OK. de femmes qui ne le ressentent quasiment pas. Ou alors qu'ils les ressentent, mais ça passe au deuxième plan ou au 4e plan par rapport aux conflits, interpersonnels qui sont générés par le TDPM, par le côté OK. psychique. C'est vraiment le lien entre la gynécologie et la santé mentale Ouais. et ça fait vraiment du bien de faire le lien entre les 2. Je te parlais des conférences que j'ai fait. La première conférence que j'ai faite, c'était un groupe de médecins, acupuncteurs, il y avait quasiment que des hommes. Ils m'ont pris vraiment de haut quand je suis arrivée sur scène, je l'ai senti comme Ah ça, ouais? avec des petits ricanements et tout. Quand on a commencé à parler risque suicidaire, ça rigolait plus du tout et quand je suis descendue de scène, il y a un monsieur qui pleurait. Ah ouais. Donc en fait, ça touche, profondément et je crois que j'ai pas fait une seule intervention sans qu'il y ait quelqu'un qui est venu me voir en me disant que ça le touchait lui-même, Ouais. elle-même, en général. Donc voilà, faire le lien entre gynéco et santé mentale, je pense qu'il est vraiment temps de le faire. Ouais, ou ça, c'est sûr, même sans aller jusqu'à un TDPM, je pense Oui, qu'il y a un vrai lien des hormones, c'est évidemment prouvé sur, notre psyché et donc plus on va parler du cycle des hormones et plus on va pouvoir se comprendre et comprendre ces variations et pas se dire qu'on est complètement dingo dès qu'il nous arrive un truc. Et puis, en effet, dans les conférences que tu donnes, quand tu t'adresses aux médecins, c'est aussi de la responsabilité du corps médical de connaître cette pathologie et de savoir l'identifier pour pas arriver dans des situations gravissimes, c'est comme tu vraiment ça ou des diagnostics erronés parce que facilement on va pouvoir donner des médicaments, antidépresseurs, classiques ou des médicaments de bipolarité qui seront pas adaptés ouais, à cette patiente-là et qui va se perdre dans des médications qui seront pas faites pour elle. Elle va perdre du temps et ouais. beaucoup d'énergie. Est-ce que dans le diagnostic, il y a aussi des analyses, qu'on va faire, par exemple des analyses sanguines, de d'autres examens ou est-ce que c'est vraiment juste, sur ce ressenti, cette anamnèse, de L'anamnèse, elle est clinique, hein, puisque les taux d'hormones sont il y a pas il y a de pas de seuil, changement? ouais. OK. Il y a certaines patientes où on va voir, une CRP un petit peu augmentée ou Donc la certaines CRP pour valeurs. l'inflammation? Ça peut, mais classiquement, il y a pas de grosse différence entre les femmes qui souffrent de TDPM et celles qui n'en souffrent pas. OK. Et c'est surtout qu'on ne peut pas éditer de seuil parce que chaque femme a un petit peu son seuil. Ouais. Le gros souci, c'est la façon dont on va gérer les variations hormonales et ça, on peut pas le voir sur un bilan Et biologique. ouais, bien sûr, ça dépend aussi des récepteurs, ça dépend C'est de ça. beaucoup de choses. Dans tout ce qui est, micronutrition, on vérifie pas les carences, les choses comme ça? Ça, il y a pas tellement de lien qui a été, montré En tout encore? cas, pas sur les études, OK, mais je pense que d'accord. ça peut être très intéressant à aller chercher, ouais. Ouais, on pense à des choses, on en reparlera tout à l'heure, mais notamment du magnésium qui est, Oui, la plupart des gens sont carencés, la vitamine D aussi qui a un réel impact sur l'état mental mmh. et qui peut-être peut aider, ce genre de choses, mais ça on n'investigue pas plus en tout cas On dans regarde les pas en tout cas protocoles. sur les bilans biologiques, par contre, on le OK, propose en systématique après. OK.
Ça, c'est chouette. par principe. Avant qu'on parle justement des solutions et des choses qu'on va pouvoir proposer, dont notamment le magnésium que tu abordais, est-ce qu'il y a des femmes qui sont plus prédisposées que d'autres? Est-ce qu'il y a des périodes de vie qui sont plus propices à développer ce TDPM? Est-ce que si, on en a un, on en aura toujours un, ou on aura toujours une fragilité? Voilà, comment Bah, ça se passe? pour répondre à ta question, il faut vraiment qu'on reprenne, le cycle menstruel classique. La phase folliculaire, où on fabrique le follicule, il y a beaucoup d'œstrogènes. On a l'ovulation, le follicule est ovulé. Puis la phase lutéale, le follicule, une fois qu'il y a eu l'ovulation, il va se préparer à la grossesse. Donc il y a un corps jaune qui va se mettre à l'intérieur, qui va produire beaucoup de progestérone. Ça va grandir sur une grosse partie de la phase lutéale pour préparer une éventuelle grossesse et s'il y a pas fécondation, ce corps jaune n'a plus d'utilité, il va être détruit par un phénomène d'apoptose et on va avoir une chute brutale de, la progestérone. On sait aujourd'hui que la progestérone, c'est un des précurseurs de l'allopregnanolone. C'est un neurostéroïde, qui est un neurotransmetteur du cerveau qui a des effets, sédatifs, anxiolytiques, un petit peu antidépresseurs et le fait qu'on ait une chute brutale en toute fin de cycle menstruel avant les règles de cette allopregnanolone, ça va entraîner un bouleversement dans les neurotransmetteurs directement dans le cerveau avec, une chute de la sérotonine, de la dopamine, du cortisol qui va augmenter et une altération de notre gestion du stress. OK. J'avais d'ailleurs lu une étude qui expliquait que, la chute hormonale qu'on vit juste avant les règles, dans les modifications du cerveau, ça a été comparé au cerveau de quelqu'un de drogué qui est en manque de drogue. Ouais. À tel point, c'est voilà, un réel manque, pour notre cerveau qui a, surfé, en fait, sur toutes ces hormones, bienfaisantes pendant le cycle, et c'est déjà rien que ça, qui est totalement physiologique. Mmh. En tant que tel, c'est non négligeable Ah comme oui. variation pour notre cerveau. Donc, ça légitime qu'on puisse se sentir un peu moins bien avant les règles et qu'on puisse avoir, voilà, cette sensation d'être un petit peu moins stable, un petit peu moins bien, Vraiment. dans ses Après, baskets. l'impact que ça a chez les personnes, ça varie vraiment d'une femme à l'autre et on sait qu'il y a des femmes qui ont plus tendance à avoir du mal à gérer les variations hormonales Ouais. et pour le coup, celles qui sont prédisposées à avoir un TDPM, c'est ces femmes-là qui vont avoir du mal à gérer les différents moments de la vie où il y a eu des grosses chutes hormonales. Ça va être des troubles au niveau de la puberté, pendant les grossesses, en postpartum évidemment, en périménopause Mmh. et c'est là que ça peut se révéler. En général, le TDPM, il arrive pas en début de vie menstruée. C'est OK. assez rare d'avoir des patientes très jeunes, adolescentes qui souffrent de TDPM. Le SPM est très marqué. On peut avoir une forte irritabilité, ça c'est vrai chez l'adolescente. Mais le TDPM, la plupart du temps, on le diagnostique après 35-40 ans. Il arrive D'accord. en deuxième partie de notre vie menstruée parce que on a eu des grossesses qui ont peut-être bouleversé un petit peu la façon dont on gérait les neurotransmetteurs, la façon dont on gérait les variations hormonales. Si on a eu tendance à faire, une dépression du postpartum, on a plus de facteurs de risque de présenter un TDPM derrière Ouais. et c'est là où ça fait très bizarre à ces femmes-là qui ont vécu des règles sans trop de particularités et qui ont eu des enfants et qui là ne se reconnaissent plus. Et Ça arrive. j'imagine que ça se télescope un peu aussi avec, la périménopause qu'on n'a pas forcément en tête, mais qui en fait démarre, la chute hormonale, elle commence dès la trentaine, et donc peut-être que les 2, sachant que c'est la progestérone qui chute en premier, puis qu'elle a tous ces bienfaits pour le cerveau, j'imagine que les 2 doivent aussi un petit peu se télescoper, cette chute hormonale de la périménopause avec ces effets de TDPM. C'est vraiment là. La périménopause, ça pose beaucoup de soucis hormonaux, ça va vraiment Mmh. jouer, sur la barrière, hémato-encéphalique et le TDPM, il est très, très souvent révélé dans cette période-là. Et ouais. Mmh. Donc c'est plutôt, voilà, un deuxième temps dans la vie, menstruelle des femmes, plutôt que jeune, et après, peut-être des femmes qui ont déjà été touchées par des troubles, psy, sont plus fragiles, ou peut même pas forcément? Oui, 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 elles sont plus fragiles, c'est seulement que dans le diagnostic aujourd'hui, comme on nous l'apprend dans le DSM, on ne peut pas dire qu'il y a un Il y a que 2. TDPM s'il y a une pathologie psychiatrique. Mais on le sait que, l'influence des hormones va accentuer la pathologie déjà diagnostiquée. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes, du coup? Quelle est la prise en charge quand toi, tu as identifié qu'il y a quelqu'un qui avait, probablement un TDPM? Voilà, tu as vérifié le petit calendrier des humeurs, tu as vérifié, dans ton anamnèse. Qu'est-ce que tu vas proposer en première intention, en allopathie, par exemple? Alors, en première intention, on va vraiment rester sur ce calendrier des humeurs pour voir à quel point ça va impacter. OK. En allopathie, ce qu'on sait des études, parce qu'il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites depuis 2013, elles sont pas françaises, elles sont étrangères, mais on commence à voir des choses émerger.
Alors l'ovariectomie, ça marche très bien. OK. La preuve qu'il y a quand même un lien avec les ovaires. Bon, c'est pas une bonne idée, à long terme, mais c'est une piste. Ils ont essayé de couper l'ovulation, par exemple, avec des pilules, œstroprogestatives. Ouais, Ça ne fonctionne pas. d'accord. Et ils ont essayé de modifier la phase lutéale en augmentant les œstrogènes ou, en arrêtant la progestérone. Ça ne fonctionne pas. Du coup, si on fait une ovariectomie, on est obligé de supplémenter en hormones en parallèle? Oui, en théorie, oui. Mais, ça n'est que de la théorie et ça se fera D'accord. pas en pratique. Ce serait vraiment dans des cas extrêmes de grosses, troubles psychiatriques qu'on pourrait envisager ça. Mais c'est pas ce qui va être fait. D'accord. Les études nous montrent quand même que c'est faisable chez la souris. C'est quand même, qu'il y a une vraie influence hormonale, sur un trouble psychiatrique. Rien que là, le lien est intéressant à faire. Après, ils ont essayé de supprimer l'ovulation avec des pilules, œstroprogestatives, par exemple. Ça n'améliore pas. D'accord. Ils ont essayé de modifier la phase lutéale en augmentant les œstrogènes, en augmentant la progestérone, en baissant les 2. Ça ne fonctionne pas. Ils ont essayé des antidépresseurs classiques, noradrénaline, dopamine. Ça ne fonctionne pas. Ils ont essayé des anxiolytiques, classiques aussi dans les troubles Ouais. anxieux. Ça ne marche pas. Par contre, ce qui marche, c'est les ISRS, l'inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. OK. C'est une classe très spécifique d'antidépresseurs qui a cette faculté de bloquer les récepteurs à la sérotonine et comme ça, alors ça ne donne pas de la sérotonine en plus au corps, mais ça empêche que le corps en absorbe trop et lors de la chute brutale d'allopregnanolone avec la progestérone et la sérotonine en fin de phase lutéale, on va permettre au corps de ne pas trop en perdre et de stabiliser l'humeur. Ça OK. marche. Et ce qui est très intéressant sur, cet antidépresseur-là, c'est que ça fonctionne tout de suite. Ouais, on n'est Alors pas obligé que d'attendre plusieurs semaines comme habituellement avec les exactement. antidépresseurs. Normalement 3-4 semaines avant qu'on voit OK. l'efficacité. Dans le cas du TDPM, comme la patiente n'est pas vraiment dépressive, ce n'est pas une dépression classique, Ouais, ça marche. d'accord. Ça marche en petite dose avec des taux beaucoup plus bas et puis, sur les études, on nous montre que ça peut marcher de façon, sporadique, d'en avoir, juste sur la phase lutéale, ou sur, quelques jours, 2 jours, 7 jours avant les règles et ça fonctionne. Donc une femme pourrait décider d'en prendre quand elle voit les premiers symptômes arriver après l'ovulation, de prendre son traitement qu'à ce moment-là? C'est vraiment l'idée. OK, Après, en France, on n'en est pas là. On d'accord. n'en est pas là. Ça, c'est des études étrangères qui montrent que c'est possible. En France, j'ai un médecin qui m'a dit ça la semaine dernière: «Si je prescris ça, la pharmacie m'appelle et me traite de folle». Ah d'accord, On OK, n'en est pas là. OK, Donc classiquement, ce que je vois dans ma patientèle, c'est un tout petit dosage donné tout au long du mois. Ça fonctionne très bien. d'accord, OK. Et donc là, ça leur permet de, voilà, de stabiliser, d'avoir un confort de vie retrouvé, au final, avec ce traitement allopathique? Oui, c'est ça. On va éviter les grosses chutes hormonales et les grosses chutes de neurotransmetteurs, donc ça va apaiser les choses. OK. Ça ne ça n'est pas nécessaire pour tout le monde de l'antidépresseur, on va le garder pour les personnes qui ont des troubles suicidaires, hein, Ouais. qui évoquent des idées noires et on estime qu'elles sont en danger. Donc là, ça peut être très adapté et de toute façon, ça ne suffira pas. Il faudra mettre en place des conseils d'hygiène de vie qui sont indispensables, Ouais. en plus. Alors, qu'est-ce que tu peux proposer justement en parallèle de l'allopathie ou peut-être même en première intention si on voit que les troubles ne sont pas trop dangereux pour l'intégrité de la femme? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux Bah, le conseiller? le plus gros conseil que je peux leur donner, c'est d'anticiper. On a cette force-là, nous femmes, de revenir toujours à J1 tous les mois. Mais Ouais, à chaque fois, on est un petit peu plus vieille, on est un petit peu plus sage. Donc on va être plus forte pour anticiper les choses. Anticiper, c'est chouette d'avoir son application de règles avec marqué, quand ça va se déclencher, mais ça nous concerne que nous. Alors que mmh, le TDPM, il concerne tout l'entourage familial, ouais, le conjoint, les enfants. Il faut que tout le monde soit au courant pour, se faire accompagner sur cette période-là. Et au lieu d'avoir ces règles notées sur son téléphone, moi je veux qu'elles aient un calendrier, familial sur lequel on note, dîner avec machine et spectacle de trucs. On le met sur le frigo et elle surligne les jours qui précèdent les règles, en tout cas les jours qui sont compliqués d'habitude. OK. Sur cette période-là, on s'oblige à ne pas mettre des choses importantes. On ne parle pas des finances du couple, on n'invite pas sa belle-mère et on programme rien de trop important. Ouais, Ça peut permettre aussi d'un point de vue professionnel de peut-être envisager du télétravail sur cette semaine-là, de pas mettre de grosses réunions ouais. ou de discussions avec son patron, les choses où on sait que ça va engendrer des conflits, ça ne peut que les majorer sur la période Mmh. prémenstruelle, donc il va falloir anticiper. C'est vraiment la première chose à faire. Ouais. Je trouve ça important, justement, comme tu le dis, d'impliquer toute la famille, d'impliquer aussi le compagnon.
parce que c'est pas juste quelque chose qu'on vit nous dans notre corps, c'est quelque chose en effet qui impacte tout le monde. Et le conseil, moi, que je donne souvent, c'est en effet de prévenir. Quand on sent qu'on est dans ces premiers moments de variation, là, de chute hormonale ou en tout cas de mal-être, de prévenir, de dire voilà, je suis désolée d'avance pour si je suis pas comme d'habitude sur les semaines à venir, s'il y a quoi que ce soit, parce que là, j'entre dans ma phase hormonale un peu plus compliquée. Et je trouve que prévenir, ça permet de s'enlever aussi une grosse culpabilité de se dire oh là là, je suis pas bien, et puis du coup, je vais faire peser ça aux autres. Voilà, on a comme balisé un peu le terrain, quoi. Et puis vraiment, c'est une pathologie qui ne nous concerne pas, nous, personnellement. Il y aura un impact de toute façon sur la famille, donc autant qu'elle soit impliquée. Ouais. Donc ça, c'est un premier conseil que tu donnes. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'hygiène de vie que tu proposes pour apaiser le TDPM? En fait, si on revient sur l'étiologie de la maladie, on a effectivement une part hormonale, mais il y a une part de neurotransmetteurs. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qu'on peut réussir à augmenter dans notre circulation, sanguine en appliquant des petits conseils qui sont tout simples. Ça peut être prendre la lumière du jour, notamment le matin. Si on a un petit jardin ou une terrasse, ça peut être boire son café. Moi, je me brosse les cheveux dehors Ah parce que oui, j'ai beaucoup de cheveux et ça en met partout. Et je brosse mes cheveux dehors, hop, je laisse passer mes cheveux, mais au moins j'ai pris un petit peu la lumière le matin. ouais, tu raison. Ça peut être faire du sport, produire ses propres bêta-endorphines et puis, éliminer dans son alimentation tout ce qui va être, trop inflammatoire, trop addictif, tout ce qui est, Ouais. sucre rapide, produits préparés, tout fait, le café, les substances dopantes, Ouais. le tabac, voilà, faire attention à son hygiène de vie à ce moment-là. Modifier aussi son alimentation parce que la sérotonine, on peut la trouver dans les aliments qui sont riches en tryptophane. Ouais, complètement. Ça, c'est hyper intéressant justement d'essayer de booster un petit peu. On parle souvent des noix de cajou, des bananes, de choses comme ça pour soutenir la production de tryptophane. Et puis, comme tu disais, respecter aussi le rythme, le biorhythme du corps. Donc, le soleil qui se lève le matin, essayer de prendre la lumière du soleil ou du jour, en tout cas, même si c'est pas ensoleillé, d'être plutôt sur des lumières tamisées en fin de journée et de respecter au maximum le rythme du corps pour que les hormones puissent se produire, ces fameuses hormones du bonheur, comme on les appelle, hein, la sérotonine. Ça permet, en respectant le rythme du corps, d'avoir des hormones les plus équilibrées possibles, quoi. C'est ça et puis, en médecine chinoise, la phase lutéale, elle est assimilée à l'automne. Ah ouais. À l'automne, tu as moins de lumière, tu changes un peu ton rythme veille-sommeil, on rentre à la maison un peu plus tôt parce qu'il fait plus frais, on n'a plus envie d'aller s'exposer, tout son corps sur la plage. On a un moment d'introspection, on a envie de mettre la télé, le plaid sur les épaules et de manger une soupe au potiron. C'est vraiment ce moment d'introspection, il est important à respecter, dans la nature, le rythme naturel, mais aussi dans notre saison biologique interne. Ouais. C'est la même chose. J'adore ce clin d'œil avec les saisons parce qu'on connaît très bien l'expérience de vivre les différentes saisons. On le connaît tous dans nos contrées. Et du coup, ça permet de mieux imager l'expérience de vivre le cycle C'est menstruel. ça et Complètement. c'est une belle saison, l'automne, hein. Ouais, complètement. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'en parler à son médecin, sa sage-femme, son gynécologue, son psychologue, toutes les personnes qui accompagnent notre santé de femme. Ouais. Il va falloir, arrêter de subir ça tout seul dans son coin et aller en discuter avec quelqu'un qui peut nous accompagner. La thérapie la plus adaptée, c'est la thérapie cognitive et comportementale, la TCC, Ouais. qui est celle la plus adaptée et puis, se rapprocher des associations de patientes, notamment l'association TDPM France. Donc c'est une association, qui est très visible sur n'importe quel réseau, qui a un site qui est très bien fait, avec un petit onglet ressources où on va retrouver justement ce tableau des humeurs, mais aussi plein d'études sur le TDPM pour aller fouiller un petit peu. Il y a beaucoup de témoignages de patientes dessus, où vous pouvez rajouter votre propre témoignage. En lisant, en fait, on se rend Ça fait compte du qu'on n'est bien, quoi. pas tout seul, quoi. Ouais. Ça permet d'identifier, de se dire, mais oui, en fait, c'est vraiment ça que je vis, donc j'ai peut-être moi aussi un TDPM, Exactement et puis se sentir moins seule. et d'aller consulter en ayant déjà, investigué un petit peu son état, prémenstruel. Ouais. Et cette association, elle a un annuaire de professionnels qui connaissent le TDPM, qui ont été formés au TDPM et qui seront aptes à vous recevoir sans que vous ayez peur d'être jugé, d'être banalisé, d'être minimisé, qu'on minimise vos mots. Ouais. Donc ça vaut vraiment le coup d'appeler pour avoir quelqu'un autour de soi, qui peut vous recevoir. Complètement. Quelqu'un qui va comprendre et qui va prendre en charge avec ce regard-là, c'est important, quoi. Oui.
Est-ce qu'il y a un moyen aussi via cette association d'échanger entre personnes qui souffrent des mêmes symptômes ou Totalement. Il y a des groupes de parole qui sont organisés. En général, c'est en visio. OK. Soit il y a un thème particulier proposé, soit c'est un petit peu ouvert à la discussion. Les conjoints sont invités à participer aussi parce que ils ont besoin d'en parler. Ouais, carrément. Il y a une question qui me vient comme ça, on parle des solutions. Est-ce que ça peut repartir comme c'est venu? Si on a un peu de patience et qu'on attend, est-ce que tu crois que c'est un truc qui peut repartir comme ça? Non, ça ne OK. repartira pas et ça va être de pire en pire. OK. Parce qu'une dépression sévère qui arrive tous les mois, au bout d'un moment, elle deviendra chronique. Ouais. De base, une pathologie psychiatrique, c'est pas une très bonne idée de la laisser traîner, de se dire que ça va s'arranger tout seul. Vraiment, il va falloir mettre l'accent sur sa santé mentale aussi et il va falloir aller consulter. Par contre, c'est pas parce qu'on souffre du TDPM qu'on en souffrira toute sa vie Ouais. et il y a vraiment, une amélioration qui va être faite en prenant conscience de son corps, en mettant des choses en place. Ça peut être, l'antidépresseur si vraiment on est dans un cas psychologique grave et qu'on se met en danger, mais on n'est pas obligé de le mettre en place en première intention. On peut essayer de faire de l'acupuncture, par exemple, de réguler les hormones de son corps d'autres façons, parce que notre corps, il est bien fait, il est censé s'autoréguler, il l'a toujours fait depuis notre naissance jusqu'à ce moment-là, il est censé y arriver encore. Donc ça, on peut l'aider. En homéopathie, on peut diluer les hormones, Ouais. on peut diluer les neurotransmetteurs. On arrive à trouver des choses qui vont réguler un petit peu les variations hormonales et la force de l'homéopathie, c'est cette, singularité du patient. Le patient est unique, il aura un traitement qui lui correspond à lui tout seul et cette façon-là de travailler, ça apporte beaucoup, sur cette pathologie qui est, tellement variée, avec des symptômes tellement spécifiques qui ne seront pas les mêmes d'une patiente à l'autre que, les médecines globales comme l'homéopathie et l'acupuncture auront une place énorme à jouer là-dessus et ça va mieux, hein, et ça va mieux et même quand on est sous antidépresseurs, on continue à se faire accompagner autrement, avec des conseils d'hygiène de vie, avec, des médicaments qui sont un petit peu différents et après on les arrête les antidépresseurs, hein. Ouais, C'est au pas bout pour d'un toute moment. la vie, hein. C'est hyper encourageant de voir qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a pas que la médication, même si parfois c'est essentiel de passer aussi par là et il y a aucune honte à ça. Mais je trouve ça chouette de voir qu'il y a plusieurs paliers. Donc la première chose vraiment de se faire diagnostiquer, d'alerter, d'en parler avec son professionnel de santé, puis peut-être de mettre en place des choses d'hygiène de vie, de s'occuper, de voir quelqu'un qui puisse accompagner en homéopathie, en acupuncture et puis si, comme tu le disais, il y a des cas un peu trop graves ou un besoin un peu plus poussé, dans ce cas-là, utiliser ces antidépresseurs, spécifiques. C'est chouette de voir qu'il y a tout un panel en tout cas. C'est vraiment le rôle du soignant de choisir, en fait, ce qui est le plus adapté au patient à ce moment-là Ouais. et c'est trop lourd pour le patient de choisir par lui-même. Bah, ouais. Vraiment, hésitez pas à demander l'avis du médecin. Bien sûr et puis il faut un recul, un regard extérieur de quelqu'un dont c'est le métier. Ça, c'est évident, ouais. Si jamais on a autour de nous ou même nous-mêmes, on souffre de TDPM ou on a une amie, une proche qui a l'air d'être dans ces symptômes-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Allez voir l'association TDPM France. Commencez à regarder, à lire les témoignages, à vous imprégner des études. Regardez un petit peu. Si ça vous correspond, allez consulter. Et ensuite, on mettra en place des choses. Mais c'est un vrai coaching, hein, le TDPM. Ouais. Tout seul, c'est trop difficile. Se sortir d'une dépression tout seul, Ouais, c'est c'est trop pas difficile. possible. Pour terminer cet épisode, je vais te poser des petites questions portraits, c'est la tradition dans ce podcast. Est-ce que tu saurais me dire quel est ton mantra, s'il te plaît? Sourire, oser, avancer. Trop bien. Quel est selon toi ton havre de paix, un endroit où tu te sens bien? Mon havre de paix, il est à 1h15 d'ici, dans un tout petit village du Lot-et-Garonne qui s'appelle Montgaillard. C'est une maison de famille qui a été construite dans un rempart du XIe siècle, Waouh! où se sont croisés des chevaliers, des artistes. Il y a vraiment énormément de gens qui sont passés là, des présidents de la République. C'est vrai, un lieu Ouais. plein d'histoires, quoi. Un lieu plein d'histoires et dans lequel j'ai écrit la plupart de mes grands articles et de mes... Voilà, c'est vraiment mon lieu d'écriture. Trop chouette. Et quelle serait selon toi, ta zone d'ombre? Alors, la zone d'ombre, ça a été difficile à trouver. Mais finalement, c'est mes enfants qui m'ont glissé l'histoire. Donc, je suis le genre de parent qui mange les bonbons d'Halloween et les chocolats de Pâques et qui, après, fait vraiment croire aux enfants que non, il y avait que ça. Non, je te jure. Je suis choquée que tu fasses ça, Gabriel. Et donc, en fait, mon fils m'a quand même avoué, donc 12 ans, hier, que il m'a vraiment cru et qu'il a attendu d'avoir 10 ans pour comprendre que je lui mentais. Donc en plus, tu mens bien. Bravo. Pas mal comme zone d'ombre. La gourmandise, quoi, on va dire. Et pour finir, si tu devais dire un mot à toutes les femmes qui nous écoutent, là, qu'est-ce que ce serait?
On choisit pas ces symptômes, on choisit pas de souffrir d'une pathologie. Par contre, vous avez le droit de vous faire accompagner et c'est plus possible de subir. Ouais, Mmh. tu as raison. Demandez conseil et faites-vous Ouais. accompagner. Merci en tout cas, Gabrielle, Avec pour ces plaisir, infos. Marion. À toutes nos auditrices, si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de rejoindre mon programme en ligne Healthy Cycle qui aide à tout comprendre de son cycle menstruel, de ses hormones et les rééquilibrer naturellement. Le lien se trouve en description de cet épisode. À très vite.